Mass FM. Massino live par vous, pour vous. Salut tout le monde, c'est Faisal à l'antenne, on est le dimanche 13 novembre et on espère que vous êtes bien réveillés. On va commencer avec une émission du tonnerre si je puis dire. Non, plus sérieusement, cette émission s'annonce chargée d'interviews en fait. En effet, Malaka Kadji va interviewer le président et sa vice-présidente, tout droit venus de la Ligue arabe. Quant à Amin Benralem, lui interrogera Madame la présidente de l'UNHCR. Puis, Malaka Karim, elle, s'occupera d'interviewer Madame la présidente du Conseil des droits de l'homme. Et tout de suite, place à l'interview de la vice-présidente et du président de la Ligue arabe par une Melek, mais pas la même, Malaka Kadji. Merci Faisal. Comme tu l'as dit, j'ai ici avec moi Monsieur le Président de la Ligue arabe, Hamza Zalhouni, et Madame la Vice-présidente, Hind Taflint. Donc, tout d'abord, je voudrais vous poser la question, quelles sont vos fonctions en tant que Président et Vice-présidente? Quels sont vos rôles, ce que vous faites concrètement? D'abord, le Président de la Ligue arabe remercie Monsieur Juma pour cette initiative. Et par la suite, le Président veut aider à la cohésion dans le débat formel comme le débat informel. Par exemple, dans le débat informel, il veut donner plus de conseils pour les délégués et de les guider dans leurs recherches et ainsi pour former des alliances. Et pour le débat formel, le président, c'est lui qui organise le débat. C'est-à-dire, il commence d'abord par noter ceux qui sont présents. Après, il présente un délégué qui soumet sa résolution au débat. Ce délégué présente sa résolution au comité. Après, on lui demande s'il est ouvert à des points d'information, s'il y en a. Et ensuite, on passe au débat fermé. C'est-à-dire, il y a des délégués qui parlent en faveur ou en défaveur de cette résolution. Et après cela, il y a les amendements. Et pendant les amendements, c'est des modifications ou bien des changements de clauses opératives comme de clauses de préambule. Enfin, on fait le vote pour cette résolution. Très bien. Et vous, Madame la Vice-présidente, est-ce que vous avez le même rôle que le Président ou est-ce qu'il y a des détails qui changent, par exemple? لا أولا يشرفني بكوني معكم رفقتكم وأشكر جزيل الشكر السيد جمعة على دعوتنا وأرغب في القول بأن دور نائبة رئيس مختلف نوعا ما عن الرئيس بحيث أنني أحاول أن أصحح بعض النقط أو تعديل بعض النقط التي لم يتطرق إليها الرئيس أو أذكره ببعض المعلومات التي نسيها. أما فيما يخص النقاش الحر والنقاش المفتوح ففي النقاش الحر تحاول نائبة الرئيس أن تساعد المندوبين في بعض النقط أو في بعض سوء الفهم أو في سوء فهم بعض القرارات التي اتخذوها. أما فيما يخص النقاش المغلق فنائبة الرئيس تحاول أن تصحح بعض العبارات أو أن تترجم بعض العبارات التي وجد فيها المندوبون صعوبة لقولها باللغة العربية. فكما نعرف تلامذة المدارس الفرنسية تجد صعوبة بعض الشيء في اللغة العربية لكنها تغامر وتحاول أن تقوم بمجهودات جبارة وفعالة كي تقوم بهذه المشاركة وأن تخوض هذه التجربة بلغتها الأم هي اللغة العربية. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que la Ligue arabe, quelle est sa fonction? Alors, pour la Ligue arabe, c'est d'abord une association observatrice au sein de l'ONU. Ensuite, la Ligue arabe, elle aide à la coopération entre tous les pays arabes. Aussi, elle veut, par exemple, aider à créer de nouvelles ententes et d'aider aussi à redorer le blason en quelque sorte des pays arabes et à les remettre sur la scène internationale. Parce que, je l'ai dit déjà à Inès Zerloul, qui est au service presse, je crois, à la formation Masmoun. En fait, les pays arabes n'ont pas le même statut en quelque sorte au sein de l'ONU que les autres pays. C'est ça qu'on veut chercher nous aussi à travers la Ligue arabe, c'est-à-dire donner une meilleure image aux pays arabes, une meilleure idée de la coopération arabe en général. Les rendre plus actifs. D'accord, ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le rapport entre l'ONU, les Nations Unies et la Ligue arabe? Pour la Ligue arabe au sein de l'ONU, j'ai dit déjà qu'elle était une association observatrice au sein de l'ONU, c'est-à-dire qu'elle peut prendre des décisions, mais c'est à l'ONU de les accorder définitivement.
Et sur ces paroles, je laisse la parole à la vice-présidente. بالنسبة لجامعة الدول العربية فهي جامعة يتمكن من خلالها جميع الدول في الوطن العربي أن يجدوا حلولا وقرارات صائبة التي تخص لكي يحلوا مشاكل تهم الوطن العربي بصفة خاصة، لأنه مع أن هنالك الهيئة المتحدة لكن يجب وضع جامعة الدول العربية المتخصصة في الوطن العربي كي نتقرب أكثر من مشاكل الوطن العربي التي يعرفها حاليا، ولكي تتفق جميع الدول العربية مع نقاشات تتخذها فيما بينها حتى تجد حلولا صائبة تتمكن من خلالها حل مشاكل العويصة التي تعرفها الآن. Le président de la Ligue arabe veut aussi donner l'exemple du Maroc qui a avant organisé comme un forum avec tous les pays arabes au sein de la Ligue arabe pour qui est du sujet du Sahara occidental. Et voilà. D'accord. Et en tant que président et vice-présidente, y a-t-il des postures polémiques, par exemple, au sein du débat et entre les différents pays? Oui, c'est sûr. Il y a toujours des tensions entre pays, même si ils sont tous, je vais dire, ils sont tous arabes. Mais par exemple, pour les délégations du Koweït et de la Syrie, ils n'étaient pas d'accord sur la résolution qu'a proposée la délégation du Koweït sur la première problématique, sur la diversification de l'économie. Et voilà, ça représente en quelque sorte le débat qu'il y a. Ok, en parlant de problématiques, pouvez-vous nous donner les problématiques et spécialement la problématique d'aujourd'hui, Madame la Vice-Présidente? فهناك في البداية قمنا بوضع إشكالية حول التنوع الاقتصادي ومشكل النفط في الوطن العربي، وبعد ذلك سنتناول الإشكالية الثانية التي تدور حول الدولة الإسلامية وكيفية محاربتها. فكما نعرف جميعا في الوطن العربي يعرف الآن في عصرنا هذا مشاكل عويصة تهم مشاكل النفط والدولة الإسلامية، ولذلك فهذه النقاشات تحيي وتقوم بوضع تفاعل ملحوظ ما بين المندوبيات والمندوبين الذين يقدمون الوطن العربي، ولقد اخترنا الإشكاليتين التاليتين حتى نحيي هذا النقاش الذي يهم الوطن العربي بصفة خاصة. Pouvez-vous nous donner, Monsieur le Président, un bilan des débats de la matinée? Oui, pour ce matin, on a eu deux résolutions qui ont été soumises au débat, celle de la délégation du Koweït et aussi celle de la délégation de la Mauritanie. Pour ce qui est de la délégation du Koweït, elle a été approuvée par tout le comité. Pour ce qui est de la délégation de la Mauritanie, elle a été refusée parce que plusieurs délégations ont trouvé qu'elle était inefficace, c'est-à-dire qu'elle proposait pas des solutions qui étaient en faveur de tous les pays et qui pouvaient faire vraiment une différence. Et sur quoi portaient ces résolutions? Sur la première problématique, sur la diversification de l'économie des pays arabes. Très bien, ok. Et j'aimerais vous poser la question, à quoi voulez-vous arriver à la fin de cette commission? C'est-à-dire qu'attendez-vous de la commission? C'est quoi le changement que vous voudrez opérer? Je rappelle que le thème de cette conférence est le développement durable. Donc, les deux problématiques rentrent dans ce domaine, dans ce sujet du développement durable. Donc, on essaie de trouver des solutions qui intéressent les pays arabes dans le sujet du développement durable, c'est-à-dire avoir des solutions pour essayer de baisser le taux de production de pétrole pour les pays dépendants du pétrole comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, et de trouver d'autres solutions sur, par exemple, les énergies renouvelables, etc. Très bien, merci beaucoup Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente, ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Encore merci le Président de la Ligue arabe et Madame la Vice-Présidente de la Ligue arabe pour votre intervention. Et à toi aussi Malek, merci. Et on est reparti pour une interview de la part d'un nouvel ancien, si je puis dire, qui nous rejoint, c'est Emin Benralem. Il fait partie de l'intersection numérique, le rédacteur en chef de la Ligue arabe. Il avait aussi fait de la web radio l'année dernière. Donc, tu vas nous présenter une interview concernant Madame la Présidente du Haut Commissariat pour les réfugiés. On t'écoute. Bonjour Madame la Présidente Ineb Azdouk du comité du Haut Commissariat pour les réfugiés en langue anglaise. Bonjour. Alors, ma première question, quel est le but de ce comité ? Le comité, comme vous l'avez dit, le Haut Commissariat pour les réfugiés a pour but de protéger les familles, les hommes, les femmes, les enfants qui ont été contraints de fuir leur pays. Ça peut être des causes politiques, ça peut être des causes environnementales, parce qu'il existe évidemment des réfugiés climatiques dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont quand même des réfugiés.
Donc ce sont des personnes qui ont été contraintes, c'est vraiment de la contrainte. Ils ne quittent pas leur pays volontairement, c'est simplement parce qu'ils ont peur de mourir ou ils savent que leur pays n'est plus en sécurité pour eux et pour les enfants. Donc ce commissariat, ce comité, a pour but justement la protection de ces personnes-là, de vérifier que ces gens-là ont la possibilité d'être relocalisés dans d'autres pays plus sécurisés. Merci. Alors, quel est votre rôle à vous dans ce comité? Je suis la présidente du comité, ça veut dire que je préside les débats, je donne la parole à certains délégués lorsqu'ils en ont le droit, je leur enlève la parole lorsqu'ils n'en ont plus le droit, je veille à la bonne entente entre les différents délégués des différents pays. Alors, comment se déroulent les débats? Est-ce qu'il y a des idées qui ressortent, des idées intéressantes, croustillantes? J'ai été vraiment agréablement surprise. Les débats se sont très très bien déroulés. Les délégations ont été très actives. Ils ont posé beaucoup de questions. Ils ont trouvé aussi des solutions assez rapidement, très rapidement justement. Il y a une délégation éventuellement qui est ressortie dès le début, qui est la délégation de la Russie, qui, comme les autres délégations l'appellent, l'éventuel prochain dictateur. Mais c'est vraiment très drôle. Ces solutions sont un peu, on va dire, extrêmes. Mais les autres délégués arrivent à le remettre en place. Et vraiment, on trouve des solutions, les délégués justement, trouvent des solutions vraiment très impressionnantes et j'en suis extrêmement fière. D'accord. Il n'y a pas eu trop de polémiques? Pas vraiment, non. D'accord. En quoi la cause des réfugiés est-elle si importante de nos jours? Eh bien, la cause des réfugiés a toujours été importante, mais aujourd'hui plus particulièrement, parce qu'on entend extrêmement à travers les médias, c'est ce problème, entre guillemets, que causent les réfugiés. Mais en fait, j'aimerais, avant de répondre à cette question, préciser une chose extrêmement importante. Il y a une différence entre les migrants qui migrent pour des raisons économiques et les réfugiés qui, eux, ont été contraints. Ils ne sont plus en sécurité dans leur pays. Il y a une différence entre les réfugiés et les migrants. Aujourd'hui, le problème principal qui se pose, c'est que à l'entrée des pays d'accueil des réfugiés, éventuellement des migrants, il n'y a pas de système mis en place pour différencier les réfugiés des migrants. Du coup, on ne laisse plus les réfugiés pénétrer dans ces pays parce qu'on a peur qu'ils ne soient vraiment pas des réfugiés et qu'ils soient des migrants. C'est vraiment le problème d'aujourd'hui et le problème auquel on doit trouver une solution parce que les réfugiés, comme le stipule la loi de l'ONU, les pays sont obligés, sont contraints d'accepter les réfugiés qui ont une raison valable de quitter leur pays d'origine. Très bien. Pouvez-vous nous dire quelques idées, quelques solutions qui ont été apportées durant ces débats? Principalement, la première problématique qu'on a débattue était celle des réfugiés autour de la mer Méditerranée, donc entre les pays africains, les pays arabes et les pays européens. Donc les principales solutions étaient surtout aux alentours des côtes européennes, les côtes de la Grèce, les côtes de l'Italie. Essayer de mettre en place davantage de sécurité, davantage de personnel de sécurité. Le problème, en fait, est à l'origine. Ce n'est pas justement dans les côtes européennes lorsqu'on va accueillir les réfugiés, mais c'est au départ. C'est le problème des smugglers, les passeurs, pardon. C'est ces personnes-là qu'on paye pour accéder illégalement à un pays. Et beaucoup de réfugiés, sachant que leur dossier n'est pas accepté par les politiciens assez rapidement, ils sont obligés d'immigrer illégalement vers les pays alors qu'ils en ont le droit. C'est leur statut de réfugié leur donne ce droit d'émigrer légalement. Du coup, ces réfugiés utilisent des passeurs et ces passeurs sont extrêmement dangereux. C'est l'origine même qui fait que des millions de personnes meurent entre les mers en traversant la mer Méditerranée. Donc l'une des solutions principales a justement été d'arrêter ces passeurs-là, ces gens-là. Est-ce que par arrêter les passeurs, vous voulez dire créer par exemple une procédure pour accueillir les réfugiés? Non, c'est simplement de trouver, par exemple, les passeurs se situent dans des pays côtiers de l'Afrique, à savoir surtout la Libye et la Tunisie. Ces passeurs-là doivent être arrêtés. On les voit, on sait qui c'est. Enfin, c'est pas comme si c'était des hommes invisibles. On sait qui ils sont. Simplement, sachant qu'ils font rentrer énormément d'argent, on ne les arrête pas assez suffisamment et c'est ce qu'il faut faire. Avez-vous réfléchi à des solutions en ce qui concerne l'accueil dans les pays où vont ces réfugiés? En ce qui concerne l'accueil, la gestion de l'accueil, comment ils seront accueillis, dans quoi vont-ils vivre, qu'est-ce qu'ils vont manger? Oui. Les délégués ont proposé, notamment le délégué de la Grèce et le délégué de l'Italie, ont proposé justement à ce que dès leur arrivée dans le pays d'accueil, les réfugiés, à travers un système numérique, soient fichés afin de savoir qui ils sont, où est-ce qu'on pourra les envoyer, dans quel pays on pourra les envoyer, dépendamment de la situation économique du pays, de la population de ce pays, de la densité de population de ce pays. Dès leur arrivée sur un territoire, grâce à ce système numérique, on pourra suivre le cheminement de ces réfugiés, s'ils vont rester dans un seul pays d'accueil ou est-ce qu'ils vont arriver vers un tiers pays. Très bien. Toute dernière question, quels sont vos souhaits que vous voudriez accomplir à la fin de cette conférence? À la fin de cette conférence, j'adorerais que toutes les délégations de mon comité n'oublient pas ce qui a été fait ces 3 derniers jours, se rappellent des moments sérieux, tout comme des moments d'amusement, mais surtout aient une vision
Et j'espère que ces 3 jours leur ont apporté la possibilité d'ouvrir leur esprit davantage à ce problème qui est tout proche de nous et qu'ils puissent, durant des débats, autre part, partager des idées qui seront onusiennes. Merci Madame la Présidente pour ces réponses qui nous aident vraiment. Nous vous souhaitons une bonne continuation et un bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, Madame la Présidente du Commissariat pour les réfugiés. Et merci à toi aussi, Amine. Tu nous tiendras au courant des débats de ce comité. Très bien. De retour sur Mass FM, Malek s'apprête à questionner Madame la vice-présidente du Conseil des droits de l'homme. Bonjour Madame la vice-présidente du Conseil des droits de l'homme, Lina Layoubi. Bonjour. Pouvez-vous m'expliquer le Conseil des droits de l'homme? Donc, à mon sens, le comité du Conseil des droits de l'homme est le plus important, puisque, comme son nom l'indique, il traite de problématiques concernant le droit de l'homme. Et je pense qu'en tant qu'individu, c'est ce qui nous importe plus. Et quel est votre rôle au sein de ce siège? Je suis donc vice-présidente de ce comité et j'assiste le président. Je préside le comité en donnant des directives aux délégués et en les conseillant pour leurs résolutions à débattre. Vous m'aviez parlé des problématiques à la première question. Pouvez-vous m'expliquer les problématiques abordées aujourd'hui et les expliquer à nos auditeurs? Donc on a 2 problématiques. La première est comment assurer l'accès universel à une éducation de qualité. Et la deuxième est comment encourager l'émancipation et l'autonomisation de la femme à tous les niveaux. Donc la première parle de l'éducation, un droit fondamental de l'homme. Et la deuxième, l'émancipation de la femme. Et en général, comment se déroulent les débats, le bilan de cette matinée? Donc les délégués ont l'air intéressés et sont très intéressants. Ils proposent de très bonnes solutions qui pourraient même être débattues à l'ONU. Et c'est très instructif et enrichissant. Vous parlez de débats, mais qu'est-ce que vous attendez de cette commission en fin de semaine? J'attends surtout que les délégués acquièrent une ouverture d'esprit plus importante qu'à leur arrivée et puissent sortir avec des idées sur l'émancipation de la femme et des informations sur ces 2 problématiques, qu'ils s'intéressent encore plus aux droits de l'homme. Au revoir et merci beaucoup pour cette interview, Madame la vice-présidente du Conseil des droits de l'homme. Avec grand plaisir. Merci, Madame. Et merci à toi aussi, Mala Karim, qui décidément, tes interviews sont superbes. Et voilà, c'est la fin de cette première émission du dimanche 13 novembre. On espère vous retrouver tout à l'heure pour une deuxième émission et certainement la dernière de cette édition spéciale. On remercie aussi tous les invités qui sont passés et on vous dit à plus tard sur les ondes de Mass FM. Gardez la pêche!